Bonjour, alors vous allez être peut-être surpris, mais je remplace Bruno, notre ami et confident de Michel Perrault, pour l'histoire de la littérature policière à travers les âges, si on peut dire, et des grandes figures du monde policier. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure réelle, mais pas du côté des gentils, puisqu'il s'agit de Jacques l'Éventreur. Il aurait pu d'ailleurs rencontrer, ça aurait fait un ennemi à la dimension, à la hauteur de notre Sherlock Holmes dont nous avons évoqué la réalité et la vie récemment. Bonjour Michel. Bonjour Emmanuel. J'espère que Bruno n'a pas de maladie trop importante. On va mettre un bon médecin sur les rangs, avant un enquêteur. Oui, alors Jacques l'Éventreur, c'est intéressant parce qu'effectivement, il est contemporain de Sherlock Holmes. Il aurait pu le rencontrer. Alors le problème avec Jacques l'Éventreur, c'est que il a existé et que c'est quand même un monstre absolument horrible. Et c'est devenu un peu un personnage de roman. Il y a eu tellement de livres qui ont été écrits sur lui, ce qui lui a donné une notoriété qui est durable, bien que très douteuse. Et oui. Donc Jack l'Éventreur, ou Jack the Ripper, c'est le surnom qui a été donné à un tueur en série qui a sévi à Londres, dans le quartier de Whitechapel, en 1888. Le surnom de Jack est apparu dans une lettre qui avait été adressée à la presse et à la police par une personne qui s'accusait des meurtres dans l'East End. À l'automne 88, la police pense que plusieurs meurtres sont imputables à une seule et même personne du fait de leur similitude. Mais seuls 5 meurtres désignés sous le terme de meurtre canonique, ce qui est bizarre comme expression, ont été attribués à Jack. Alors, qui était Jack l'Éventreur? Son identité reste inconnue. Il y a très nombreuses hypothèses. Il y a des écrits multiples pour essayer de nommer le meurtrier, avec des histoires souvent un petit peu fantaisistes. Et ça donnait lieu à une pseudo-science qu'on appelle la ripérologie. On a même parlé des hautes sphères de la société londonienne. Oui. Ça touchait peut-être même la famille royale. Et alors tous ces crimes ont lieu dans un quartier bien précis, Whitechapel. Oui. Qui est vraiment les bas quartiers de Londres à l'époque. Ça s'est amélioré depuis. C'était une zone qui était vraiment surpeuplée. Il y avait eu l'arrivée des Irlandais, puis des Juifs d'Europe de l'Est qui fuyaient les pogroms. Les logements étaient insalubres. C'était le lieu du chômage, de la pauvreté, de la violence, de l'alcoolisme. Toute la bonne société trouvait le tableau d'immoralité dans cette région-là. De nombreuses femmes étaient obligées de se prostituer pour survivre. On avait recensé 1200 femmes qui se prostituaient dans 62 lupanards. C'était également une région qui bougeait socialement. D'importantes émeutes populaires avaient eu lieu, dont le Bloody Sunday du 13 novembre 87, rien à voir avec le Bloody Sunday irlandais. Et justement, donc un lieu peuplé de nombreuses femmes de vertu légère ou contraintes, c'était des proies pour un tueur en série. Exactement. Ça fait partie d'ailleurs des critères qui ont permis de dire que ces femmes étaient les victimes de l'Éventreur. Parce que dans ces années 1888, il y a eu de très nombreux meurtres de femmes dans le quartier de l'East End. On a nettement suspecté un tueur en série chez 11 victimes. Et puis, avec les observations des médecins légistes, on n'a retenu que 5 meurtres attribuables à Jacques l'Éventreur. C'était toutes des prostituées. Il y avait forcément un égorgement, des mutilations au niveau de l'abdomen et des parties génitales, des prélèvements d'organes et des lésions au niveau de la face. Ces 5 femmes sont Mary Ann Nichols, qui a été assassinée le 31 août 88, Annie Chapman, le 8 septembre, Elizabeth Stride et Catherine Eddowes, qui ont été tuées toutes les deux dans la nuit du 30 septembre, et puis Mary Jane Kelly, qui a été retrouvée dans sa chambre au 13 Miller's Court le 9 novembre et dont le corps a été horriblement mutilé. C'est la dernière victime de Jack l'Éventreur.
Les 6 autres ne seraient pas attribués à Jack l'Éventreur. Alors, il y a d'autres meurtres qui étaient suspectés être liés à Jack l'Éventreur, mais sans certitude. Finalement, la solution de l'énigme, sans jouer les détectives, ça serait qu'ils étaient plusieurs. Là, c'est encore une autre théorie. À toi d'écrire. C'est rare qu'un tueur en série soit conjugué au pluriel. Oui. Et alors donc, évidemment, cette histoire a dû défrayer la chronique. Bien sûr. Et puis après, ultérieurement, sans doute la littérature. Oui. Alors, d'abord, si on veut parler un petit peu de l'enquête, il y a eu une enquête de police qui a été très importante. Tous les logements de Whitechapel ont été visités. Il y a 2000 personnes qui ont été interrogées. Il y a eu une liste de 300 suspects. Et si on ne retient qu'un nom d'un inspecteur de police qui est Frédéric Aberlin de Scotland Yard, il y a eu de très nombreux inspecteurs de police qui ont été sur l'enquête. Du fait de l'absence de résultats du travail de la police, les citoyens de Whitechapel ont même formé un comité de surveillance qui patrouillait dans les rues pour essayer de trouver des suspects. Le chef de la police, Robert Anderson, a demandé au médecin légiste Thomas Bond de dresser le portrait de l'assassin, et c'est le premier cas de profilage qui est connu. Alors on a suspecté les bouchers, bien sûr. Il y a 76 bouchers qui ont été interrogés, mais ils avaient des alibis. On a pensé à des médecins, des chirurgiens, puisqu'il y a eu des prélèvements d'organes, mais on m'a dit non, ça semble pas de leur ressort. On a pensé à des barbiers. Il y a un barbier juif polonais qui s'appelle Aaron Kominski, qui a été suspecté à la suite de l'analyse du foulard de Catherine Eddowes, sur lequel on a retrouvé une tache de sang avec de l'ADN. Et on a comparé cet ADN avec celui du barbier. Il semble que ça matchait, sauf que on n'est pas sûr du tout que ça soit vraiment un foulard d'Eddowes, et on n'est pas sûr que d'autres personnes n'y aient pas tripoté à ce foulard depuis le temps. Donc on a encore 100 noms de suspects dans la liste. Autant de mystères qui ont dû faire les bonheurs et les choux gras de la presse. C'est bien une réflexion de ta part. La police et les journaux ont reçu de très nombreux courriers. Le premier, c'est celui justement qui était signé Jack the Ripper et qui a donné le nom donc au présumé meurtrier. Il y a eu un autre courrier qui s'appelait From Hell qui était accompagné d'un demi-rein humain, peut-être le rein de Catherine Eddowes qui manquait. Mais en fait, on se demande si les courriers sont pas des canulars qui ont été rédigés par des journalistes pour augmenter le tirage de leurs journaux, puisque c'était une affaire qui effectivement était très médiatisée. Ce n'existerait plus maintenant. Non, bien sûr. Et en revanche, la littérature, elle, c'en est fait un bonheur. Alors, la littérature s'en a fait de bonheur, surtout pour essayer de retrouver le meurtrier, l'identité du meurtrier. Tu parlais tout à l'heure de la famille royale. Ça vient d'un ouvrage de Stephen Knight qui s'appelle Jack the Ripper, The Final Solution, qui pense qu'il y a eu un complot qui implique la famille royale, la franc-maçonnerie, le médecin de la reine, le docteur William Gull, le peintre Sickert. Et ce complot était destiné à couvrir le mariage du fils de Victoria, le prince Albert Victor, duc de Clarence, qui aurait épousé une prostituée, Martha Tabram, qui a été tuée d'ailleurs à Whitechapel, quelque temps avant, et lui aurait donné un fils illégitime. Et cette thèse, on la retrouve dans une BD très célèbre d'Alan Moore, qui s'appelle From Hell, et dans un film qui est Meurtre par décret. On pense actuellement que c'est faux, ça n'a rien à voir. Il y a un bouquin qui a été écrit par le docteur Weston Davis, qui serait le petit-neveu de Mary Kelly, et il postule que Mary Kelly aurait été mariée à un journaliste, encore un, Francis Craig, qui l'aurait tué parce qu'elle le trompait. Et les 4 autres meurtres auraient été destinés à brouiller les pistes. Alors ce qui était amusant, c'est que Craig, en tant que journaliste, suivait l'enquête, suivait l'affaire. Puis il y a un Bond, il y a un Craig, ça nous rappelle quelqu'un d'autre. Et puis alors, il y a un autre bouquin de Patricia Cornwell, c'est Jack l'Éventreur, affaire classée, et Patricia Cornwell avait fait une fixette sur Walter Sickert,
au point d'acheter 31 de ces toiles et d'en détruire une pour trouver de l'ADN, essayer de comparer l'ADN de la toile avec l'ADN des lettres de l'éventreur. Pour elle, c'est sûr, c'est lui, c'est moins sûr pour les autres personnes. Et le seul qui n'est pas écrit sur cette affaire, alors qu'on aurait pu penser que c'était le premier, c'était Conan Doyle. Voilà. Alors, Conan Doyle s'est jamais permis d'affronter Jack et Sherlock. D'autres l'ont fait pour lui. Ellery Queen dans Study in Terror, Michael Dibdin dans The Last Sherlock Holmes Story, Bob Garcia dans Le Duel en Enfer, jusqu'à imaginer que Jack et Sherlock sont une seule et même personne, il n'y a qu'un pas qui a été rapidement franchi. Bien, écoutez, merci Michel pour cette plongée dans l'enfer londonien. Merci à toi.